tu n'as pas le choix. On ne peut pas tout avoir. Ne cherche pas, fais comme tout le monde. Stop. Décide. Ce podcast, c'est le repère des esprits libres, de ceux qui veulent bousculer les normes, remettre en question les limites, les modèles, qui en ont marre qu'on leur dise quoi faire ou que ce n'est pas possible. Je m'appelle Joy et je serai votre hôte. Ici, on va parler sans tabou de tout ce qui peut brider ou pimper notre vie. Dans ce podcast, on va booster ton courage et ta sincérité pour oser ne pas plaire à tout le monde, assumer tes choix et cesser de chercher la normalité, la conformité ou le sans erreur. Parce qu'être libre, ça se décide. Décide. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Décide où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous partager l'échange que j'ai avec une femme fabuleuse qui porte sa voix, qui la porte bien haut et fort parce qu'elle a énormément à nous partager. Elle est à la fois autrice, comédienne, artiste, mais aussi c'est une femme engagée. Engagée sur les planches, engagée dans la vie, engagée intimement et elle va nous partager son regard sur la sexualité, sur l'impact que ça peut avoir sur notre façon d'entreprendre, parce que derrière toutes ces facettes, elle est aussi entrepreneur. Elle amène des projets, des sujets et des combats parfois sur le devant de la scène, que ce soit d'un point de vue personnel, politique, de couple, bref, pour nous faire réfléchir. On va très souvent dans sa baignoire et aujourd'hui, on n'y est pas. Mais en tout cas, j'ai le plaisir d'échanger avec Noémie Delattre. Bienvenue sur Décide. Merci, salut Joy. Alors, première question pour rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi ta définition de la sexualité? C'est quoi ma définition de la sexualité? Oh là là, mon Dieu. Euh, Disons que c'est la partie du sexe. Enfin, si le sexe est un concept qui peut aller vers le genre, donc vers l'identité sexuelle, qui peut aller vers le sexisme, qui peut aller vers les rapports de sexe, etc. La sexualité, ça serait la partie, disons, physique du sexe, donc qui est censé nous emmener vers le plaisir, mais qui malheureusement nous emmène souvent vers la violence ou le malentendu ou l'incompréhension ou le tabou. Euh, je dirais que, et ça c'est une phrase, enfin c'est une idée que je sors de la série que je suis en train d'écrire, je dirais que le sexe c'est pour l'instant le plus grand principe séparateur et que ça pourrait être en fait le dénominateur commun le plus universel. C'est pour l'instant ce qui nous sépare. Et d'ailleurs, sexe, ça vient du latin sécaré, qui veut dire séparer. Et alors que ça pourrait être vraiment une source d'harmonie et de joie. Ça pourrait être le seul plaisir gratuit, accessible à tout le monde. Et au lieu de ça, on en fait un tabou et une guerre. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche et dans ton discours, c'est que justement, tu as un prisme à la fois sur le féminisme, mais aussi à titre personnel, toi, comment tu incarnes les choses. Est-ce que tu es passé d'une sexualité à une autre, c'est-à-dire d'une vision peut-être très formatée, à une vision où tu t'ouvres petit à petit parce que tu apprends à t'explorer, à te guérir à travers plein de concepts et de méthodos qu'on peut utiliser aujourd'hui? Complètement, enfin, c'est même plus que d'une phase à une autre. C'est vraiment un voyage que j'ai entamé malgré moi lors d'une agression sexuelle quand j'avais 5-6 ans, je ne sais pas exactement, et que j'ai pas terminé, et qui m'a fait effectivement passer par plein d'étapes. Et je pense que j'ai passé une première partie de ma vie très longue dans l'ignorance, c'est-à-dire sans me poser de questions sur la sexualité en général, sur ma sexualité, sur mes désirs, sur mon plaisir. Enfin, c'était comme si la sexualité était quelque chose qui arrivait comme le jour et la nuit, enfin quelque chose qui se questionne pas, qui se vit, voire qui se subit. Euh, Comme je suis de nature très vivace, j'ai tout de suite inconsciemment en fait pris le parti. Euh, enfin, la meilleure défense est l'attaque, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que Manon Garcia appelle les préférences adaptatives. C'est-à-dire que dans ce contexte, le contexte
historique social qui est le patriarcat et dans mon contexte individuel qui est victime de violences sexuelles dans mon enfance, euh, je dis j'ai pris le parti, mais non, parce que c'était pas conscient. Mais la réaction que j'ai eue, en tout cas, ça a été du coup de dire oui tout le temps, d'avoir envie tout le temps, d'avoir une sexualité libre. Je mets des énormes guillemets parce que j'ai compris après que c'était tout sauf libre, tout sauf voulu, tout sauf délibéré, mais c'est ce que je pensais. Euh, et effectivement, on ne peut pas être violé si on ne dit pas non. On ne peut pas être violé si on dit oui. On ne peut pas être violé si on a envie. Donc, le meilleur rempart qui m'est apparu contre le viol, c'était le désir. Mm. Donc, je me suis positionnée euh, très tôt. Enfin, j'ai eu ma première relation sexuelle à 13 ans. Et puis après, j'ai enchaîné. Enfin, j'ai jamais dit non, quoi. Je crois, j'ai eu plein de relations sexuelles vraiment pas très chouettes. Mais c'était pas de la faute des gars en face. Enfin, ils ont été négligents pour le moins. Ils auraient pu. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas été forcée ni contrainte. Mais voilà, donc cette première partie de ma vie, ça a été celle-là. Mais il se trouve que dans cet état d'esprit, j'ai eu la chance, d'avoir un corps très généreux. C'est-à-dire que mon corps m'a donné du plaisir bien que je ne le cherchais pas, je cherchais seulement à satisfaire et à donner du plaisir et à être performante et être une bonne petite baiseuse. Mais mon corps m'a quand même donné du plaisir, beaucoup, de plus en plus. Donc ça, c'est une chance inouïe. Et la deuxième chance que j'ai eue, c'est que je suis quand même tombée sur pas mal de partenaires sexuels, enfin, notamment les grandes histoires que j'ai eues, mes grandes histoires d'amour, mes amoureux et tout, ont été des partenaires sexuels super, enfin en tout cas bienveillants et tout. Euh, voilà, donc ça, c'était, disons, jusqu'à mes 40 ans, à peu près. Euh, donc, dans une inconscience totale. Mm. Euh, et à partir de mes 40 ans, ah oui, et dans cette période, il y a quand même eu une petite étape vers, je crois que vers 25 ans, j'ai découvert le plaisir. Ça veut dire que de mes 13 à mes 25 ans, j'ai fait du sexe sans plaisir. Ça en dit long quand même sur... voilà. Est-ce Tu que connais quand même il y ce... avait une Ouais. simulation de plaisir? Ah oui, ah bah moi j'étais bah personne, enfin c'était je reproduisais, d'ailleurs je sais même pas ce que je reproduisais parce que je regardais pas de porno, Ce que tu donc entendais, ce que... ouais, j'avais c'est- je sais pas d'où ça me venait, une espèce d'intuition quand même de ce qu'était euh, la sexualité masculine. Et je répondais parfaitement aux critères, enfin voilà, j'étais vraiment une amante très satisfaisante. Je disais les bonnes choses au bon moment, je faisais les bons moves. Enfin, je sais pas d'où ça me venait vraiment, c'est étonnant, hein. Parce qu'encore une fois, je consommais pas de porno, il n'y en avait pas qui traînaient chez moi. Donc, je faisais tout ça très bien et je sais pas comment. Et comme j'avais du plaisir, je me posais pas la question du plaisir, mais parce que je pouvais me le permettre aussi. Je pense que si j'avais eu aucun plaisir, je me serais peut-être interrogée plus tôt. Voilà. Là, j'en avais tout. Enfin, non, de mes 13 à mes 25, j'en avais pas, mais je faisais bien le job. À 25 ans, j'ai commencé à découvrir le plaisir et ça a été crescendo jusqu'à mes 35 ans où là, vraiment, ça a commencé à devenir vraiment très, très sympa cette histoire. Euh, et voilà. Et à 40 ans, j'ai commencé à me poser des questions pour la première fois. Enfin, c'est-à-dire qu'à 40 ans, d'un coup, je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais posé la question de mon plaisir. Je me suis rendu compte que j'avais jamais dit non à aucun homme. J'avais jamais dit non à un homme, j'avais jamais dit non à une pratique, j'avais jamais dit non à un moment, j'avais jamais dit non de ma vie. Mais parce que ça ne m'avait jamais traversé l'esprit que je pouvais dire non. Du Euh, coup, tu te considérais comme libre parce que tu étais dans cette ouverture du oui, alors exactement. qu'en fait, c'était plus une prison qu'autre chose. Exactement. Enfin, c'était voilà ce que Manon Garcia appelle la préférence adaptative, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut croire qu'en faisant ça, je contribue à ma propre soumission, mais il y a quand même une part d'agentivité et de choix de ma part dans cette action. C'est-à-dire que euh, c'est assez compliqué enfin, de juger ce genre de... Bien sûr. Enfin, de toute façon, il faut les respecter, ça c'est la base, mais c'est compliqué de les appréhender, disons, ces comportements qui sont très, très doubles, quoi, très ambivalents.
Voilà. Et à partir de mes 40 ans, donc, ça, c'était vraiment une nouvelle vie et, euh, et qui ne cesse de croître, enfin, qui ne cesse d'évoluer toujours jusqu'à il y a 1 an et demi, euh, non, jusqu'à il y a 2 ans, euh, où j'ai découvert le sexe positif. Voilà. Donc, c'était quelque chose, en fait, je ne savais pas que ça existait, ça, mais ça faisait quelque temps, enfin déjà, dans un premier temps, c'était pour moi, comme j'avais compris que j'étais complètement à la bourre, enfin que j'étais passée à côté de, enfin que j'avais, comme j'avais compris que j'avais rien compris, je me suis dit, bah, faut tester, quoi. Mm. Je peux pas, il y a un moment, théoriquement, j'étais allée le plus loin que je pouvais et il fallait passer à la pratique. Euh, et comme je n'avais pas du tout envie d'une histoire d'amour, j'avais pas du tout envie d'être en couple, je ne savais pas où trouver des partenaires sexuels qui soient safe, bienveillants, avec qui je puisse explorer ce genre de choses, sans pour autant me retrouver dans une relation dont j'avais pas du tout envie, quoi. Et grâce à une application qui s'appelle Field, Mhm. voilà, et donc qui est une application de rencontre, mais justement euh, ouverte à toutes les. Enfin, là où Tinder et Bumble s'appellent, je ne me souviens plus. Enfin, c'est Mhm. des trucs complètement hétéronormés. Enfin, les hommes sont là pour tirer un coup, les femmes sont là pour trouver un mari. C'est que Mm. des hommes et des femmes. Enfin, il y a enfin, bon. Voilà. Là, sur Field, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que c'est ouvert à toutes les formes de sexualité, enfin, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Enfin, tout est voilà, et tout est renseignable. Et surtout, c'est axé sur une forme de sexualité dans la mesure où dans ton profil, tu décris tes kinks, ce que tu recherches, ce dont tu as envie, etc. Donc tu peux dire très clairement, enfin moi c'est ce que j'avais fait, j'avais dit, voilà, je débarque là-dedans, j'ai envie qu'on m'apprenne des trucs, j'ai envie qu'on me guide, Euh, mais, euh, mais voilà, couple, enfant, tout ça, fait, merci, pas du tout envie de... Voilà. Et donc, j'ai rencontré plusieurs personnes, notamment un mec super, qui est encore un ami aujourd'hui, qui m'a notamment initié au BDSM. Euh, et en fait, le BDSM, c'est ce que j'ai trouvé formidable là-dedans, au-delà de la pratique elle-même, qu'on peut apprécier ou pas, peu importe, mais philosophiquement, politiquement, ce que ça propose, le BDSM, c'est passionnant. En fait, c'est-à-dire que tout le monde devrait passer par une initiation au BDSM. Je pense que c'est vraiment la base déjà bah, du consentement, mais du consentement sexuel, pas du consentement légal, pas du consentement vivant, incarné, tel qu'il peut se pratiquer de manière hyper sexy, hyper respectueuse, hyper, enfin, et puis ça oblige à se poser des questions sur soi, ça oblige à se connaître, ça oblige à écouter et entendre la personne en face, là où les personnes en face. Et puis c'est vraiment, je trouve, une ouverture sur, ouais, sur les mondes de la sexualité. Mm. Qu'est-ce que tu entends par justement sexualité positive? Alors, ah oui, comme tu as opiné, bah, en fait, le sexe positif, c'est un courant, disons. Ok. Voilà, c'est une pratique qui serait le libertinage 2.0. C'est-à-dire que là où le libertinage est complètement ancré dans le patriarcat, l'hétéronormativité, etc., avec des hommes qui fument le cigare, avec trois jeunes nanas qui leur sucent des orteils ou autre chose, et qui sont bon, voilà. Mm. Ça, c'est le libertinage, donc ça peut être super sympa. Je pratique aussi de temps en temps, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je suis très. Euh, pff, Mm. ouais. Voilà, Voilà, ça suffit. ça suffit. Genre, voilà. Bon. Et le sexe positif, c'est justement, c'est vraiment une philosophie qui regroupe toutes les pratiques sexuelles libres. euh, mais dans le cadre justement d'une sexualité absolument consentie. Enfin, il y a une charte, tu vois, qui est Ah. enfin, le consentement doit être libre, éclairé, révocable, spécifique, enfin, tu vois, qui doit être, voilà, et tu as plein d'événements sexpositifs qui peuvent aller de l'atelier de 2 heures sur apprendre à dire non, ou apprendre à se masturber ou à se mettre des fessées, voilà, au stage de 3 jours, en passant par des fêtes, enfin voilà, il y a tout un tas il y a tout un univers, il y a tout un tas de choses qui sont faites autour de cette ouais, philosophie même politique, parce que c'est ce qu'on disait en début d'entretien, hein, enfin, le sexe est politique et la politique est sexuée.
Euh, donc c'est pas rien en fait cette idée que le sexe peut être quelque chose qu'on partage avec n'importe qui de bienveillant. Que le sexe peut se pratiquer en dehors de tout, en dehors de la famille, en dehors de la procréation, en dehors du couple, en dehors de l'amour, en dehors du duo, en dehors de l'hétérosexualité évidemment, en dehors de tout en fait. On peut pratiquer du sexe entre amis, on peut pratiquer du sexe avec des inconnus, on peut pratiquer, tant que justement le cadre prédéfini est safe. Tant que c'est justement dans le respect de l'individualité, etc., en fait, le sexe peut se pratiquer de mille manières différentes et c'est tellement génial. Et ça peut faire tellement de bien et ça peut sauver des vies, ça peut sauver des corps, ça peut sauver des dépressions, ça peut sauver de l'alcoolisme, ça peut sauver de la solitude, enfin, je veux dire, c'est une ressource inépuisable de communion humaine, de joie, de plaisir. Enfin, c'est fou, quoi. Quelle Et donc voilà, différence tu fais du coup entre avant où tu étais dans cette nourriture sexuelle, on va dire, excessive, non consciente, et aujourd'hui où tu vas le faire avec beaucoup plus de conscience, de consentement qu'avant. et ben, le sexe tel que je le pratiquais avant m'abîmait. Ok. Voilà. Et il m'abîmait déjà. Enfin, c'est fou, hein. Mais physiquement, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, mais je me suis rendu compte là récemment, que avant, je ressortais quasiment toujours de mes relations sexuelles, même si elles avaient été très douces et très agréables, etc. Je ressortais toujours avec euh, des petites coupures, des petites blessures, un petit inconfort. Enfin, il y avait toujours quelque chose. Voilà, je passais mon temps à me foutre des savons anti-machin, anti-ceci, des crèmes, des trucs, parce que voilà. Et depuis ça ne m'est plus jamais arrivé, mais plus une seule fois, y compris après des sessions un peu plus sportives. Voilà, ça ne m'est plus jamais arrivé. Donc déjà, c'est quand même fou. C'est-à-dire que mon corps n'était pas dans la même disposition et il souffrait physiquement, ce qui n'est plus le cas. Mais ça me faisait aussi du mal psychologiquement, c'est-à-dire que d'abord, je recherchais le sexe pas pour les bonnes raisons. Je cherchais pas le sexe pour le plaisir, je le cherchais pour me rassurer, pour être aimée, pour performer mon genre, euh, voilà, pour être désirée, enfin pour plein de raisons qui n'étaient pas les bonnes. Donc quand j'en avais pas, j'étais en souffrance, ce qui pouvait être très emmerdant pour mes partenaires, du coup à qui je mettais une espèce de pression euh, là-dessus et tout. Et puis d'abord je leur mettais la pression et puis en plus ils se sentaient bien, certains, que c'était pas sain, que c'était pas eux que je désirais, mais que je désirais une image de moi-même qu'ils allaient me renvoyer. Hmm. Euh, voilà. Et après le sexe, alors encore une fois, sauf à... Enfin non, non, même. C'est-à-dire que toutes ces sessions que j'ai eues avec des mecs dont je ne connaissais pas le prénom, dans des conditions machin, etc., euh, après, je me sentais évidemment sale, ridicule, utilisée, violée, en fait, euh, honteuse. Euh, et quand c'était pas le cas, quand c'était avec mes amoureux, bah comme quand on se fait une orgie de sucre, ou qu'on fume, ou qu'on boit, enfin, comme quand on consomme quelque chose auquel on est addict, c'est-à-dire que j'avais un sentiment de soulagement qui durait, je sais pas, 15 minutes, et à la 16e minute, je commençais à être en craving. Je commençais à être encore, quand, pourquoi, voilà. Enfin, donc en fait, je crois que j'étais accro au sexe, en fait. C'est-à-dire que je consommais le sexe comme une drogue. Ce qui est Et ce qui est finalement fou, logique dans le sens où tu as des shoots de dopamine que tu vas aller chercher soit par le sucre, soit par l'orgasme aussi. Donc il y a finalement ce conditionnement qui se fait de façon automatique. Et si il y avait cette ouverture-là et cette appétence aussi, bah finalement c'était la solution de facilité. tout à fait, sauf que ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours les shoots de dopamine et je pense que j'ai une vie sexuelle encore plus intense qu'avant, mais ma consommation maintenant est saine. C'est-à-dire que je sens bien que ma manière de consommer, enfin d'ailleurs, je ne consomme pas le sexe maintenant. Ouais. C'est plus, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, je fais du sexe pour le plaisir. Je fais du sexe parce que j'ai envie de plaisir. Pas pour d'autres raisons, pas pour prouver quelque chose, pas pour dire quelque chose, pas pour recevoir quelque chose, pas pour exister, pas pour être aimé. Non, je fais du sexe pour le moment, pour la connexion, la communion et le plaisir physique. Et je suis plus jamais blessée et je sors de là
alors que justement, j'ai pu faire récemment des choses beaucoup plus, disons, non académique. Enfin, voilà, je peux faire du sexe à plusieurs, dans des conditions, voilà, avec des gens que je connais pas, etc. Mais jamais une seule fois, je suis sortie d'un de ces endroits en me sentant sale, souillée ou honteuse. Au contraire, je suis à chaque fois sortie de là en me sentant tellement puissante et tellement humaine, en aimant les gens avec qui j'avais partagé ce moment, même si je connaissais pas leur prénom, même si je les reverrai jamais. J'ai encore de l'amour pour eux, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je me suis sentie moi-même aimée, j'ai désiré, je me suis sentie désirée. J'ai vraiment eu ouais, un sentiment de communion humaine super beau, super fort, en plus d'un plaisir et en plus de tout un tas de kinks, tout un tas oui, de fantasmes, d'excitation qui restent dans mon univers fantasmatique, qui viennent nourrir tout mon univers érotique. Est-ce que tu dirais que c'est ton questionnement sur toi qui t'a amené à cette conscience et à pouvoir ressentir cette communion, ou c'est vraiment les questions que tu t'es posées sur la sexualité en elle-même qui t'ont amené à déconstruire les choses et donc du coup à pas du tout la vivre de la même manière? Ben, je cite, alors je me compare pas à Nietzsche, hein, mais je cite toujours l'exemple de Nietzsche qui avait des migraines énormes et qui, à cause de ces migraines, en fait, s'est posé des questions sur la santé, sur la nature humaine, bon. Et on compte pas les philosophes, les penseurs, les penseuses enfin voilà, je pense que Beauvoir aurait pas réfléchi à ce dont elle a réfléchi s'il était dans une histoire d'amour tranquille avec un Sartre Hmm. à domicile et tout. Enfin, voilà, enfin, je pense que chaque pensée qui change le monde s'inscrit d'abord dans un vécu, dans une expérience empirique, dans une singularité, et réciproquement. Je pense que tous les penseurs et penseuses qui s'impliquent dans un chemin de réflexion, forcément, vont à un moment se l'appliquer et observer des changements dans leur propre vie. Et moi, c'est vraiment un aller-retour que j'ai observé 100 fois chez moi. Enfin, j'adore voir que ce que j'écris impacte ma vie, que ce que je vis impacte ce que j'écris, qu'il y a une espèce de cercle vertueux. Et là, ça, c'est le meilleur exemple. Enfin, ta question est c'est vraiment, je crois que c'est le moment où ça s'est le mieux cristallisé. Cet aller-retour entre des réflexions sociales, philosophiques et des problématiques personnelles qui venaient apporter de l'eau à mon moulin. Hmm. Aujourd'hui, si tu devais faire une sorte de rétrospective à la Noémie d'avant, tu dirais qu'elle s'est menti sur quoi? Oh non, je dirais pas qu'elle s'est menti, je dirais qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Hmm. Je dirais qu'elle a bien fait ce qu'elle a pu et je l'ai beaucoup jugée, la Noémie d'avant. Je l'ai beaucoup critiquée. Aujourd'hui, au contraire, je la remercie d'avoir trouvé des solutions pour vivre, pour s'adapter. Je la remercie de m'avoir amenée jusque-là en bonne santé parce que malgré tous les risques que j'ai pris, euh, il se trouve que voilà, tout va bien. Voilà. Je la remercie aussi d'avoir fait en sorte que je subisse plus d'agressions graves. Euh, oui, ça, parce que un des combles des préférences adaptatives, c'est t'es avec un homme chez lui, dans sa chambre à 2 heures du matin, euh, et vous vous embrassez, et tu sens bien qu'il a envie de plus, mais pas toi. Mais tu vas quand même, il va te dire, et il va aller vers toi, et tu vas quand même te laisser faire. Pourquoi? Parce que tu sens bien, pas, c'est pas tous les hommes, hein, mais là, dans cette situation, tu sens bien, par exemple, que cet homme-là, si tu lui dis non, va soit carrément, va soit t'insulter, te repousser, oh là là, mais c'est pas possible, t'es venu jusque-là, voilà, soit carrément te brutaliser, soit carrément te violer. Et en fait, dans ton cerveau, inconsciemment, entre l'idée de te faire insulter ou frapper ou violer et l'idée de te boucher le nez et faire passer ça en 10 minutes, bah, tu choisis, Mhm. ce qui n'est évidemment pas un choix libre et c'est pas ce qu'on souhaite, mais tu choisis de. Voilà. Donc, donc cette femme que j'ai été souvent, oui, elle s'est menti dans la mesure où elle s'est fait croire à ce moment-là qu'elle en avait envie, mais peut-être que grâce à elle, bah, j'ai pas été frappée et j'ai pas été brutalement violée. Donc, je la remercie. Justement, c'était ma question suivante. Pour toi, la Noémie d'avant, elle a fait preuve de courage sur quoi? Bah, pour moi, celle qui a fait preuve de courage, enfin, bon, celle jusqu'à 40 ans, donc, comme je te dis, elle a fait ce qu'elle a pu. Donc,
Pour moi, le courage, ça veut dire, pour moi, le courage, c'est une action forte. C'est tu arrêtes quelque chose ou tu commences quelque chose, tu te lances. Voilà, tout ce qui continue n'est pas du courage. Voilà. Donc jusqu'à 40 ans, je pense pas que c'était du courage. C'était voilà, l'adaptation. Mais effectivement, à 40 ans, quand je me suis rendu compte de tout ça, euh, je, je trouve qu'il y a une partie de courage de me retrouver au lit avec un homme et de ne pas faire ce que j'avais l'habitude de faire, ce que je savais faire, et ce après quoi je savais qu'il dirait «Ah là là, c'était génial, j'ai tellement aimé». Non. Et de dire «Bah non, tu sais quoi, je te sucerai pas». Voilà. Et peu importe s'il disait «Ah, mais t'es... Non, rien à foutre». Et de dire «Je ne ferai pas semblant». Je ne ferai pas alors que c'était pas génial. Je te dirai pas «Oh oui, non». Et que donc, effectivement, je me suis exposée à des mecs qui étaient là, bah, mais t'es frigide, mais qu'est-ce que t'as? J'étais là, non, non, t'es juste un mauvais coup. Bisous. Mais ça, c'était. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à être aussi frontale que ça. Mais en tout cas, d'essayer de rompre avec cette habitude de complaisance, ça Ouais. m'a demandé beaucoup, beaucoup de courage. Mm. C'est très dur. C'est tellement plus facile de dire oh oui, et d'avoir un mec qui est là, oh, je le savais, t'es la meilleure et tout. Enfin, c'est tellement gratifiant d'avoir un homme qui te regarde avec des yeux comme ça parce que tu lui as donné le meilleur orgasme de ta vie, parce que tu lui as dit que tu n'avais jamais vu une bite aussi grosse et qu'il y croit, cet imbécile. Pardon, c'est méchant. Mais c'est tellement, ouais, c'est tellement gratifiant, tellement satisfaisant et c'est tellement difficile de renoncer à tout ça comme ça juste pour essayer d'explorer autre chose. Alors aujourd'hui, enfin, maintenant tout va bien. Vraiment, je suis passée de l'autre côté dans un autre monde avec d'autres gens. Euh, mais ouais, ça, c'est maintenant des courage. Mm. Moi, dans ma définition de la sexualité, ça intègre pas que l'acte sexuel, il y a aussi cette notion d'intimité, de connaissance de son propre corps, de son propre plaisir, de ses désirs. C'est quoi, toi, ton regard et ton évolution par rapport à ça? Tu as raison, j'ai parlé que de la sexualité partagée. Mais effectivement, ouais, tu as raison, j'inclus complètement euh, la sexualité solo dans le concept de sexualité. Ben, écoute, moi, c'est marrant. Enfin, non, c'est pas. En fait, j'allais dire c'est marrant. J'ai longtemps dit, oh, c'est drôle. Mais en fait, vu tout ce que je viens de te raconter, c'est hyper logique. Moi, à 30 ans, je ne m'étais jamais masturbée de ma vie. T'imagines? À 30 ans. Jamais. Pour moi, se masturber, c'était un truc de pauvre meuf, Mm. c'était un truc de frustré, c'est un truc de moche, quoi. Genre, bah, j'ai trouvé personne pour me donner du plaisir, je suis obligée de m'en donner à moi-même. Oh la honte. D'accord. Et à 30 ans, mes potes, alors je ne sais pas, enfin vraiment, je les remercie infiniment, je ne sais pas quelle intuition elles ont eu, mais elles m'ont offert un Jack Rabbit. Le Et cadeau des c'était, mais 30 c'était, ans. voilà, cadeau des 30 ans, mais sauf que moi, tu sais, j'ai bientôt 50 ans. Donc c'était, à l'époque, c'était hyper nouveau, c'était pas Ouais. du tout, c'était Sonia Rykiel qui avait lancé le Jack Rabbit, et c'était la première fois qu'on pouvait acheter un sextoy ailleurs que dans un sex shop. Mm. C'était un cadeau très osé qu'elles m'ont fait, et c'était vraiment gonflé de leur. Et j'étais là, ouais, bon, ok. Enfin, en plus, je trouve ça ridicule. C'était rose, violet, il y avait ça clignotait. J'étais là, mais enfin, pour moi, c'était à l'opposé justement de l'érotisme. Bon, bah, inutile de te dire que tu poses le truc, mais t'as beau être en train de penser à ta liste de courses, tu joues en 4 secondes. Mais ouais, enfin, voilà, donc j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et, euh, Et donc, non seulement ça m'a fait découvrir un type de plaisir, genre hyper efficace, tu vois, hyper, voilà, que je connaissais pas, que j'ai trouvé très appréciable. Et surtout, ça m'a appris oui, à dédramatiser la masturbation, le plaisir solitaire, enfin, à le voir comme un truc dont on peut parler, un truc qui est OK. Enfin, ça m'a vraiment fait un shift très appréciable. Euh, et ouais, je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, à parler de sexe, en fait. Je crois que jusque-là, je ne parlais pas de sexe. Tu faisais du Jamais. sexe. Ouais, j'en faisais, mais j'en parlais pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à en parler. D'abord parce que ça m'a ouvert plein de choses, cet objet. Et puis parce que le fait que ce soit des amis qui me l'offrent, donc que ça sorte d'un coup du cadre du couple, de l'érotisme amoureux, etc. Parce que c'était des potes. Et puis le fait que du coup on en parle entre potes.
et que j'entende des amis qui me disent, enfin, qui partagent leur expérience et que je me rends compte que des choses que je pensais être la seule à vivre, on était une majorité à les vivre, ou à l'inverse des choses que je pensais qui étaient l'auto, on me disait, ah bon, mais c'est pas normal ça, tu sais. Enfin, rien n'est pas normal, mais en tout cas, c'est Moins commun. original. Moins commun, je te remercie. Donc ouais, non, ça a été... Et puis petit à petit... Et en plus, c'est arrivé après, en même temps que ma conscience féministe, qui a commencé à se développer quelques années plus tard. Donc tout ça s'est construit ensemble, en fait, dans une libération de la parole et de la pensée autour de la sexualité, du plaisir, du désir, des organes génitaux, des humeurs aussi, pareil, les règles. Moi, je faisais partie des gens qui disaient, t'as tes trucs, qui passaient un tampon comme on passe un paquet de coke. Mhm. Enfin, je viens de loin, quoi, à ce sujet. De loin et en même temps d'un conditionnement qui est très ancré pour beaucoup de femmes, où Ouais. tout est caché, où tout est tabou, voire honteux parfois, et tu l'as évoqué. Est-ce que justement dans ta conscience à la fois d'une nouvelle sexualité et de ton engagement féministe, tu remarques qu'il y a vraiment un lien et comme un vase communicant entre les deux? Je me rends compte que, donc, quand je parlais de l'évolution, j'ai parlé de Field et de cette rencontre avec un mec qui est devenu un ami qui m'a, voilà. Mais en fait, après, on est parti sur autre chose. Donc, j'ai pas dit un truc, et c'est vraiment, c'est hyper important que je le dise, pas seulement par amour, mais aussi par respect du travail qu'on fait ensemble, que tout de suite, j'ai rencontré mon mec, Raphaël. Et c'est avec lui, en fait, qu'on a exploré tout le milieu, enfin, qu'on est encore en train d'explorer tout le milieu sex-positif. Et c'est avec lui que je mène une double réflexion croisée, justement, d'un point de vue masculin et féminin, sur toutes ces questions-là. Et c'est, enfin, c'est pas que l'amoureuse qui parle, c'est aussi la co-autrice et tout, parce que ça aurait été vraiment très injuste. Mais justement, peut-être que ça fera le pont entre maintenant où tu es en co-création avec un homme dans ta réflexion et avant où finalement c'est plus une réflexion individuelle sur toi, ta condition de femme. Et j'imagine qu'il y a plein de choses qui se sont construites, qui se sont développées, arrêtées. En fait, comment tu as traversé tout ce process? Euh, Bah, et là, du coup, me revient la question que tu viens de poser, que j'avais pas entendue, mais qu'une partie de mon cerveau a dû entendre, qui était le lien entre la politique enfin, mes convictions et ma sexualité. Et en fait, c'est fou comme tout s'est fait ensemble. C'est-à-dire que le premier seul en scène engagé que j'ai fait s'appelait Féministe pour hommes. Et vraiment, il ne parlait que des femmes, de la condition des femmes. Enfin, il remettait. Enfin, en gros, il disait aux gens, je crois que vous n'avez pas compris dans quel monde on vit, ce qui se passe. Enfin, voilà, donc ça ne parlait que de ça. Euh, et dedans, justement, j'y avouais que je venais de me rendre compte, enfin, que je m'étais jamais masturbée à 30 ans, que je venais de me rendre compte que je m'étais jamais posé la question du plaisir, enfin, que j'étais dans, oh là là, mon Dieu, etc. Euh, et puis, j'ai joué ce spectacle, beaucoup. Donc j'ai eu plein d'expériences de public, de retours d'expérience. Enfin, c'était assez plein de dialogues, de discussions avec des hommes, des femmes sur ces sujets-là. Et puis j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux que j'ai voulu de plus en plus intimes, où je commençais à aborder aussi ces questions-là. Et puis, il y a eu l'émergence de comptes Instagram comme Je m'en bats le clito, comme, enfin, voilà, tous ces comptes qui se sont mis à démocratiser et à parler haut et fort, sans tabou, de la sexualité féminine, du plaisir féminin, etc., qui m'ont vachement impacté. Enfin, et on a commencé à travailler ensemble. Enfin, donc, il y a eu cette évolution-là. Et dans le même temps, je me suis retrouvée célibataire. euh, et, euh, et donc, à pas pouvoir, célibataire, et puis, avec- enfin, l'état dans lequel j'étais psychologiquement ne me permettait pas d'interagir avec des hommes. En fait, je venais de découvrir que j'avais été violée, j'étais en train de retraverser tout ça et j'étais incapable d'interagir avec un homme intimement. Euh, et même socialement, j'étais très seule ou entourée de femmes. Mais de femmes intimes que je recevais chez moi. Enfin, je crois que je suis pas allée faire une fête ou un restaurant quasiment. Voilà. C'est le Mais temps de pendant la 30 reconstruction aussi que Ouais, toi, tu te retrouves. exactement. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin d'une phase solo, puis une phase avec que des femmes chez moi, puis une phase avec que des femmes où on peut sortir, et puis enfin une phase où j'ai pu. Mais donc là, j'en étais là. Donc du coup, je théorisais.
Et pile au moment où je me dis, OK, ça y est, je suis prête à aller dehors, que je rencontre donc cet amant, enfin, et tout ce milieu, et que je m'ouvre à tout ça, euh, bam, j'écris mon deuxième seul en scène qui s'appelle L'harmonie des genres, et qui, oui, parce que le premier, je l'ai écrit avant MeToo. Et donc, en fait, il s'est passé MeToo et tout D'accord. l'après-MeToo pendant, pendant que je jouais le premier. Et donc le deuxième, c'était, OK, on a bien vu l'hécatombe de couples hétéros qui a frappé après MeToo. On voit bien qu'on est là en train de dire, oui, on veut l'égalité, mais en fait, on n'a pas été dressé pour, on n'a pas été éduqué pour, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à désirer des rapports de force inversés. Enfin, c'est extrêmement compliqué et tout. Et donc l'harmonie des genres vraiment parle de ça, que de ça. Ça parle que de sexe, de couple, de rapports de, de, de domination de pouvoir, de comment ça s'intrique l'un dans l'autre. Et puis à ce moment-là, je rencontre Raphaël, qui en plus se trouve être l'homme de ma vie, mais ça c'est un autre sujet, mais qui lui se posait toutes les mêmes questions, mais d'un point de vue masculin. Euh, En plus, d'un point de vue masculin et bisexuel. Donc avec vraiment les deux points de vue très, très, très fortement ancrés en lui. Euh, et aussi dans un masculin très viril. Donc c'était vraiment, il est à l'exact opposé de moi sur le continuum du genre. Euh, et je rencontre cet homme qui se pose les mêmes questions et qui, comme moi, cherche une partenaire pour dialoguer, sachant que moi, voilà. Et donc, on s'est mis à confronter et à comparer nos visions. Et donc, on a un milliard de projets parce qu'on cherche, enfin, on a même un projet qui était d'ouvrir un compte OnlyFans enfin, de pouvoir faire un porno réellement éducatif, c'est-à-dire un truc où on fait l'amour et où vraiment on dit pour de vrai ce qu'on ressent, ce qu'on dit pas, ce dont on a peur. Enfin, voilà. Bon, après, faire un porno, c'est quand même très engageant. Donc, Mm. mais enfin, on est en train de réfléchir à tous les moyens qu'il pourrait y avoir. Donc là, on est en train d'écrire un livre qui est vraiment un dialogue de sincérité absolue sur un homme et une femme qui sont en couple ensemble. On écrit cette série qui parle aussi, enfin, qui parle du sexe et de la politique. On cherche vraiment tous les moyens de penser à deux euh, les rapports de genre, slash rapport de sexe, slash rapport de force, slash rapport amoureux. Euh, voilà. Alors justement, je voudrais qu'on aille un petit peu plus en profondeur après sur ce sujet-là que je trouve passionnant, sur finalement ce que tu es en train de vivre là en ce moment. Mais ce qui m'est venu en t'écoutant, c'est qu'il y a aussi eu, j'ai l'impression, des mouvements dans ta façon d'entreprendre en tant que femme, dans ta posture. Est-ce que tu arriverais, toi, à répondre à cette fameuse question? C'est quoi le lien entre sexualité et façon d'entreprendre? Euh, Il est très, enfin, j'ai eu l'occasion de le voir, de le mesurer très précisément euh, lors d'un événement sexpositif, justement. Euh, donc, j'étais déjà allée avec Raphaël à une dizaine d'événements, voilà, donc, et, et à chaque fois, donc, tous les événements étaient différents. J'ai appris, expérimenté, exploré des choses différentes. Ça avait toujours été super. Mais à chaque fois, je, je me positionnais, surtout moi, mais aussi nous deux en tant que couple, comme proie. C'est-à-dire, en gros, j'arrivais en me disant, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'on va me proposer? Quelles personnes vont venir interagir avec moi? Et toutes les questions que je me posais, c'était, est-ce que je vais être capable de dire non? Oui, mais voilà, tout mon enjeu, c'était être capable de dire non merci, voilà. Après, ces événements sont justement faits de telle manière que tout est, euh, tout encourage à ça. Donc, j'étais au bon endroit et j'avais le bon objectif. Et puis, forcément, à force, je me suis mise à progresser, à être de plus en plus à l'aise là-dedans. Et un jour, parce qu'à chaque fois, ça commence par des cercles de parole où on se remet, on pose des intentions, où on parle, on dit son état. Enfin, c'est très bien fait. Et un jour, et ce qui est fou, c'est que Raphaël était dans le même état que moi et on ne se l'était pas dit avant, parce qu'on venait de se retrouver. Enfin, bon.
Mais je suis arrivée en me disant, OK, bah, cette fois-ci, je sais ce que je veux. En fait, je ne vais pas attendre, je vais, pour la première fois de ma vie, je vais regarder. Je ne vais pas m'offrir au regard, je ne vais pas être un objet de désir ou de convoitise, je vais être un sujet désirant. Je vais regarder les gens qui sont là et je vais voir de qui j'ai envie, de quoi j'ai envie, et je vais aller voir les gens pour leur dire, voilà. Je vais être proactive, je vais laisser. Ce qui pour moi est, on peut dire, c'est un Everest pour moi, c'est la chose la plus Hmm. difficile à faire. J'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai toujours vécu à l'inverse, je suis incapable de demander l'heure dans la rue. Je suis extrêmement timide, j'ai beaucoup de mal à aller pénétrer l'intimité de quelqu'un d'autre. Enfin, pour moi, c'est vraiment la chose la plus difficile au monde. Et en fait, je me suis tellement, j'ai tellement fait un bon travail de mindsetting pendant cette chose, j'ai tellement réussi à définir précisément de quoi j'avais envie que cette chose, enfin cette personne en l'occurrence, est arrivée comme ça. C'est-à-dire que on- avec mon mec, donc, vraiment, on s'était pas concerté avant, mais à ce moment-là, on s'est concerté et on a dit, mais ce mec-là, il serait formidable. Et tout le monde s'est dit oui, on est allé le voir et effectivement, cet homme était exactement ce qu'on cherchait à ce moment-là, ce dont on avait envie. Voilà. Et ça a été très, très fort et très constructif, enfin, très fondamental, de me dire, OK, en fait, j'étais tellement claire dans mon intention qu'elle est arrivée. J'ai même pas eu à agir. Et ensuite, dans l'action, je me souviens que j'ai été capable vraiment de dire non, merci, pas maintenant. Enfin, j'étais, pour la première fois de ma vie, en totale maîtrise, mais pas maîtrise au sens contrôle. Il n'y avait rien de ferme, tout était fluide et doux, mais j'étais en parfaite possession de moi-même. J'étais présente, absolument, dans chacune de mes intentions, chacun de mes gestes. C'était la première fois de ma vie. Donc ça, c'était une entreprise. C'était la première fois que j'entreprenais, vraiment, j'entreprenais quelqu'un, j'entreprenais quelque chose, j'entreprenais une action d'un point de vue intime, mais c'était vraiment une première. Et pour répondre plus précisément à ta question, depuis ça, je sens que dans mes rapports sociaux, euh, je, j'ai de plus en plus de facilité, ou disons de moins en moins de difficultés pour entreprendre, c'est-à-dire pour arriver dans un endroit et au lieu d'attendre et de réagir et de subir, de me dire, OK, qu'est-ce que j'attends de ce moment? Qu'est-ce que j'attends de ces gens? Qu'est-ce que j'attends de cet endroit? Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai envie? Et à poser une intention en préalable. Ce qui ne veut pas dire que je me ferme à l'imprévu, pas du tout. Ça veut juste dire que jusqu'à présent, dans n'importe quel contexte social, j'étais comme un bouchon de liège à la surface de la mer. Voilà. Alors je réagissais Hmm. et ça pouvait être super, mais je réagissais. Maintenant, de plus en plus, j'essaie d'agir, de me dire, bah voilà, j'ai envie de ça. Ah, aujourd'hui, je me sens, voilà, j'ai pas envie de parler aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, j'ai envie de rencontrer des gens. Ah, j'adorerais rencontrer machin. Oh, j'ai envie d'avoir telle discussion. Enfin, voilà, je pose des intentions et je regarde les gens et euh, je me laisse voir ce que je ressens. Ah, cette personne a l'air super sympa, tiens, j'ai envie d'aller lui parler. Et je vais parler à la personne. Mais pour moi, c'est nouveau à un point que tu n'imagines même pas, quoi. Ce que j'entends dans ce que tu nous racontes, c'est que tu es allé tellement dans cette exploration avec finesse de ta sexualité que ça te permet de le calquer sur ton schéma de vie. En fait, je ne me laisse plus choisir, je choisis, mais parce qu'au préalable, tu t'es posé la question dans l'intime. Qu'est-ce que Exactement. j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, et te reconnecter aussi à cette sensibilité en termes de sens, en termes de ressenti, de qu'est-ce qui se passe. Et que s'il n'y a pas ça, bah dans la vie, tu peux pas être actrice de tes faits et gestes, parce qu'il n'y a même pas la réflexion en amont qui est là, je crois. Complètement. Complètement. Et j'ajoute, en plus du désir, du vouloir, de l'action, etc., il y a aussi une conscience de soi euh, que donne une sexualité épanouie et notamment une sexualité de groupe, enfin, voir d'autres gens faire l'amour ou interagir ou se caresser, être dans des situations où on parle, où tu parles avec d'autres gens de leur sexualité. Euh, enfin, moi, ça m'a permis vraiment on le sait évidemment, mais entre le savoir et le comprendre, il y a une différence. Ça m'a permis de comprendre à quel point il n'y a pas
de critères de valeur. Il n'y a pas des gens beaux et des gens moches. Il n'y a pas des gens sexy et des gens pas sexy. Il n'y a pas des gens qui sont des bons coups, des mauvais coups. Il n'y a pas des gens gros et des gens minces. C'est pas vrai, en fait. Que tout est hyper relatif. Tout est lié à l'instant. Tout est lié à la connexion, à la rencontre. Moi, j'ai vu des soirées donc, avec plusieurs personnes qui font l'amour où une fille très très belle, enfin, vraiment une image en particulier d'une fille très belle, vraiment, enfin, genre, je la regarde, et très belle et puis qui était tout ce que j'ai toujours rêvé d'être, menue, machin, enfin voilà, avec des longs Mm. cheveux, magnifique. Et en fait, elle a passé quasiment la soirée toute seule parce que bah, personne n'a eu d'élan pour elle. Alors, elle a vécu quand même plein de trucs, je pense qu'elle a passé une bonne soirée, mais elle n'était pas aussi centrale qu'elle l'aurait été une série de TF1. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'on s'attend, en termes de valeur, de capitalisme, de machin, à ce que cette femme soit la reine du bal. Parce que c'était vraiment la plus belle, c'était la plus belle de nous toutes, la plus jeune, la plus. Voilà. Et pour autant, ce soir-là, avec ces gens-là, elle n'était pas du tout centrale. Et une Comme autre si tout femme, se remettait à on aurait pu niveau dire dans l'intimité. oui, Mm. c'est ça, tout se remet à niveau parce que chacun se connaît, chacune se connecte à soi. Et en fait, tu t'aperçois que être soi, c'est la plus belle personne que tu peux être. Et que les gens qui vont attirer sont les gens bah, qui vont être bien dans leur peau, enfin, qui vont être dans l'instant, enfin, que voilà, telle personne peut te trouver magnifique, telle autre peut te trouver moins belle, telle personne peut avoir envie de toi, d'autres pas. Et puis pareil avec les sexualités, tu vois ce type magnifique, tu vois, ah, oui, ben je suis gay en fait, donc désolé, mais ta boîte, t'es très très belle, hein, c'est pas contre toi, c'est juste que moi j'aime les barbus. Donc, enfin, tu vois, il y a toutes ces choses-là qui sont et donc de comprendre ça grâce à la sexualité en société, enfin, ça se reproduit immédiatement, quoi. C'est-à-dire que là où avant, en société, j'étais là, ah, qu'est-ce qu'on pense de moi? Comment me mettre en valeur? Comment être appréciée? Comment, ah là là, mon Dieu, ce qui me parasitait évidemment le moment et m'empêchait d'être à l'écoute des autres et de pouvoir réellement communiquer. Maintenant, je suis là, ok, je suis qui je suis. Je peux pas le changer. Donc que les gens aiment ou pas, en fait, j'ai pas de pouvoir là-dessus et c'est pas mon problème. Donc moi, je vais juste me demander qui me plaît. Mais qui me plaît pour, là je suis pas en train de parler forcément enfin, qui me plaît pour discuter, qui me plaît pour boire un Bien verre, sûr. qui me plaît pour danser, qui me plaît pour travailler, qui me plaît pour traverser la route, qui me plaît pour m'asseoir à côté dans le métro. Peu importe qui me plaît, qui m'attire, avec qui j'ai envie d'interagir. Voilà, plutôt que de j'espère que je vais donner envie Mm. d'interagir. Ah, et ça change tout déjà, ce Changement. regard. Ah ouais, shift total. Mm. Est-ce que du coup, dans toute cette exploration, il y a cette idée aussi que tu t'es redonné de l'estime pour toi-même, tu as pris conscience de ta valeur, à la fois à travers ce que tu as découvert dans ton histoire, mais aussi toutes les expériences que tu as pu vivre. Quel switch il y a eu à ce niveau-là? Bah, là, j'ai vraiment, en fait, l'amour et le désir que je reçois de Raphaël sont si forts que là, pour l'instant, enfin, je vois que ça. Ça m'a donné effectivement une confiance et une estime de soi incroyable. Enfin, ça me nourrit, voilà, donc je suis sûre que les expériences dont je te parle ont eu aussi un impact, mais là c'est vrai que c'est invisible pour moi Ouais. tellement l'histoire que j'ai avec Raphaël prend la place à ce niveau-là, enfin suffit. C'est-à-dire que même s'il y avait eu que Raphaël, ça aurait suffi. Mais je suis certaine, enfin pour le coup parce que j'ai vécu avant lui, déjà j'avais vu des bénéfices incroyables. Euh, ouais, ouais, en termes ouais, de confiance. Euh, c'est effectivement très, très agréable. Parce que je parlais du fait que j'avais appris à désirer pour le désir et pas pour obtenir autre chose. C'est aussi très agréable de sentir qu'on est désiré, pareil, pour des bonnes raisons, pour soi-même et pas pour autre chose. Bien sûr. Qu'on n'est pas désiré pour être un trophée, qu'on n'est pas désiré euh, pour être dominé, mais qu'on est désiré parce qu'on est qui on est. Et c'est très valorisant, ouais. Ce que j'aime beaucoup justement dans votre duo, c'est la sincérité que vous transmettez aux personnes qui vous écoutent. Et surtout, on sent ce côté, je t'entends, je te vois, et je vais faire avec ça, et ça va me permettre de réfléchir.
Toi, dans cette finalement dans ce nouveau couple, t'as découvert quoi de toi-même? À 4 heures, hein. Ah ouais, mais tellement, tellement. C'est justement, enfin, pour le coup, j'ai jamais vécu une relation comme ça, avec personne, aucun homme, aucune femme. Une relation, oui, aussi profonde et fine et pointue sur ce qu'on vit. Enfin, vraiment, on s'offre un dialogue et un regard et une écoute, comme tu disais, d'une telle qualité que c'est. Enfin, d'ailleurs, on se moque, il se moque de moi, je me moque de lui. Tous les 2 jours, il y en a un ou une de nous deux qui dit Ah, j'ai eu une épiphanie, j'ai eu une révélation, ça y est, j'ai enfin compris pourquoi. Voilà. Et effectivement, mais c'est vrai, on a des épiphanies tous les 2 jours, tellement nos discussions nous permettent. euh, enfin, oui, le regard qu'il porte sur moi, à la fois un regard d'altérité, évidemment, et à la fois un regard qui me comprend et qui me voit comme je pense que j'ai jamais été comprise ni vue de ma vie. Oui, ça vaut toutes les psychothérapies. C'est très, 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 très puissant, quoi. Très puissant. Euh, et y compris, et là je reboucle avec le début de la conversation, y compris sur les biais. C'est-à-dire qu'à travers lui, je vois aussi tous les biais de genre qui pèsent sur moi, tous les endroits où je ne suis pas encore moi-même, où je suis encore prisonnière de ce que j'appelle la patrice, Hmm. la, la matrice patriarcale. Euh, et ça aussi, c'est super intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'on voit les endroits aussi où on bute. Parce que notre histoire est magnifique et tout, mais comme tout le monde, on a plein d'endroits où, bah, où ça bloque, où ça bute, où ça fonctionne pas, où ça grince, où ça. euh, voilà, effectivement, la particularité de notre histoire, c'est qu'on en parle et on met les mains dedans, mais ça existe quand même. Et on voit tous ces endroits où lui, il résiste en disant ah, non, non, je peux pas faire. Ah, non, non. Et moi, et à chaque fois, c'est sur le genre, quoi. C'est-à-dire que dans Et sa t'as un performance de exemple genre, concret de où ça bute? euh, ouais, c'est sur. Donc, théoriquement, lui comme moi, évidemment, qui n'a aucun problème de domination, être au-dessus, être en dessous, enfin, ça veut rien dire, c'est pas parce que tu es en dessous que. Enfin, bon, Hmm. voilà. N'empêche que, lui, il peut pas. Mais au début, je savais pas. Donc, genre, je me mettais sur lui et quand il est allongé, genre, mais il panique. Genre, c'est impossible. Et donc, à chaque fois, il se redressait, il mettait des coussins, il se mettait contre le mur et tout. Mais sauf que s'il est assis, je peux pas bouger comme je veux. Enfin, ça fonctionne pas. Donc, à chaque fois, j'essaie. Jusqu'à ce qu'un jour, il me dise, mais en fait, je ne peux pas. Et donc, chaque jour, on travaille à ce qu'il à ce qu'il se baisse un peu plus, mais ça reste extrêmement, extrêmement compliqué. Et ça, c'est vraiment un truc de genre qui le coince à ce niveau-là. Et moi, de l'autre côté, j'ai envie et j'ai besoin de cette liberté de mouvement qui me permet effectivement d'accroître mon plaisir et puis d'en être maîtresse, etc. Voilà. Et en même temps, cette position de domination, etc., surtout vu que lui, il me regarde avec des yeux, voilà, d'un coup, j'ai l'impression d'être une espèce de grosse bonne femme, Hmm. homasse, comme ça, toute dominante, et ça me pouf, et je me sens anti-sexe, etc. Voilà. Et donc, on va se retrouver à, à adopter parfois des postures, pardon, justement, des positions qui sont moins agréables, mais pour ménager nos postures de genre de manière plus acceptable. Hmm. C'est fou. C'est Et fou. alors qu'en plus, on le sait, on en parle, mais ah ouais, c'est marrant. Dans la construction de votre sexualité, il y a aussi le fait de beaucoup parler. Et donc, c'est ce qu'on disait dans ton parcours. Il y a à la fois, certes, toutes les explorations sexuelles à proprement dit, l'acte en lui-même, mais il y a aussi tout ce qui englobe la réflexion, l'honnêteté, le fait d'être en capacité d'être vulnérable avec l'autre et de dire, bah, ça, voilà ce qui se passe chez moi, et toi, comment c'est chez toi. Et ça, je sais pas comment toi tu le vis, mais est-ce que tu vois que ça vient gonfler cette espèce de conscience sur une sexualité positive et comment ça y contribue? Tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc indissociable. On peut pas avoir une sexualité épanouie s'il n'y a pas tout le reste autour. Je suis hyper d'accord et, et c'est super important parce qu'en fait, on a cette image.
que le sexe doit être sacré, doit être intuitif, que ça doit se passer comme ça sans qu'on dise rien, et que parler viendrait profaner le mystère du sexe, et qu'il ne faudrait pas trop dire, pas trop parler, notamment, oh, on va pas demander le consentement, on va pas faire signer un papier avant chaque... non, connard, c'est pas ça qu'on dit. Euh, donc, en fait, cette idée que parler, enfin, sauf le dirty talk et tout, mais sinon, l'idée que parler vraiment, parler de ce qu'on a ressenti, faire des sex reports, machin, etc., on a cette idée que c'est anti-romantique, anti-érotique, anti-sacré. Et moi, j'avais complètement cette image-là. Je parlais pas du tout pendant le sexe, j'étais incapable de parler pendant le sexe et incapable de parler après. Enfin, je parlais pas de sexe. Je faisais, mais je parlais pas et j'étais très pudique là-dessus. Ça me gênait et effectivement, je trouvais que ça brisait le mystère. Mm. Et, euh, et en fait, c'est vraiment Raphaël qui m'a initiée euh, ouais, au fait de déjà de débriefer, tu vois, de dire après comment c'était, etc. Lui, il arrive à parler aussi pendant, à dire bah, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que attends, fais pas... mais de manière hyper naturelle. Et en fait, à force de le voir faire et de voir qu'effectivement, ça me déchauffait pas du tout, je trouvais pas ça anti-sexe, enfin, ça gênait rien, et au contraire, ça permettait plus de plaisir, plus d'exploration, plus de liberté, etc. Petit à petit, je me suis mise à le suivre. Et aujourd'hui, non seulement, effectivement, ça nous a permis de gagner euh, plein de skills, en fait, enfin, tu vois, plein de, voilà, mais surtout, on a réussi, enfin, en tout cas, moi, j'ai réussi dans ma tête à l'érotiser. C'est-à-dire que ça y est, maintenant, je trouve ça sexy de parler. Je trouve ça sexy d'avoir cette capacité à tout dire, débriefer après. Sexy, cette idée que, ouais, ouais, je connais mon corps, je connais mon plaisir, je connais le tien, je sais que là... Enfin, là où avant, j'étais là, je trouvais ça un peu naze, maintenant, je trouve ça au contraire, ouais, hyper sexy, quoi. Mm. Et ça, Et c'est très, très chouette. dans votre relation, qu'est-ce que toi t'as appris justement d'un point de vue du genre qui est le plus à déconstruire selon toi? La priorité, en gros. La priorité, c'est les rapports de domination-soumission. C'est-à-dire, j'ai été dressée à être soumise, à tel point que c'est ça qui m'excite. Et il a été dressé à dominer, à tel point que c'est ça qui l'excite. Euh, donc c'est, euh, ouais, ouais, c'est un vrai sujet. C'est très très compliqué. Alors on a trouvé, enfin, déjà pour son besoin de domination, lui, en fait, son besoin de domination s'exprime surtout avec les hommes. euh, Parce qu'il y a un rapport d'égalité physique qui lui permet de se laisser aller. Avec une femme, il a peur d'abord des biais de genre, des biais de pouvoir, etc. Et puis de la différence physique. Donc il a tellement peur de blesser qui que ce soit que du coup, ça lui enlève, il a pas cette envie-là. Donc effectivement, lui, il va comment dire, Exprimer, expérimenter. ouais, voilà, son désir de domination Mm. avec des hommes. Et moi, ça me va très bien. Enfin, voilà. Et du coup, quand on est ensemble, il s'exprime aussi toujours. Enfin, il y a toujours ce truc-là, mais qui est beaucoup plus léger, enfin, beaucoup plus. Euh, enfin, en tout cas, qui va pile avec mon désir de soumission. Donc, du coup, sexuellement, ça se passe très bien, ça. Sauf que, évidemment, et c'est tout l'objet de ton podcast, c'est poreux. C'est-à-dire que moi, j'ai passé ma vie à dire ce qui se passe à l'horizontale n'implique en rien ce qui se passe à la verticale. Je peux parfaitement vouloir être fessée dans l'intimité et pour autant réclamer des droits. Tout ça est vrai. Sauf que c'est pas que vrai. Il y a une porosité indiscutable et euh, un homme qui s'amuserait à être soumis sexuellement, il n'y aurait pas de problème parce que un homme n'est pas soumis structurellement. Ok. Le rapport de domination homme-femme est structurel. Donc, une femme qui va demander ça, tu peux jamais savoir à quel point c'est pas justement une préférence adaptative, à quel point c'est pas le reflet en fait d'une domination structurelle. Même si on peut, dans le cadre de la sexualité, jouer des rôles, etc., il n'empêche que encore une fois, il y a une porosité. On ne les laisse pas complètement dans la chambre quand on sort de la chambre. Et que, évidemment, que si dans la sexualité. Parce qu'en plus, la sexualité, c'est pas que le moment où on fait l'amour. Enfin, nous, c'est ce qu'on s'amuse à dire d'ailleurs, c'est que parfois on s'embrasse à, je sais pas, à 11 heures du matin et on s'embrasse d'une manière qui est chargée de sexualité et on se regarde, on se dit, ah, on a commencé à baiser.
Hmm. Et effectivement, ça se trouve, on va faire l'amour pour de vrai à 18 heures. Donc, ça aurait été une baisse de 7 heures. Mais c'est vrai. Et bien, en fait, pendant toute la journée, on aura ce lien qui aura été commencé avec ce baiser de 11 heures et qui va continuer par des regards, des caresses, voilà, hop, et qui va finir par s'accomplir. Mais donc, effectivement, la sexualité, elle infuse le quotidien aussi. Elle est pas circonscrite. Et donc, évidemment, si ce baiser, par exemple, il s'inscrit dans un truc de rapport de domination, mais qui est que sexuel et qui est que OK, enfin qui est parfaitement OK, bien sûr qu'en fait, il va infuser dans toute la journée. Que si, par exemple, entre 11 heures et 18 heures on joue au tennis et que je le bats, bah, il y a quand même beaucoup de chances pour que la baise, elle s'arrête là, quoi. Hmm. Parce que ça va casser Donc, c'est absurde, on n'est pas d'accord avec ça, il n'est pas d'accord avec ça, on trouve ça nul, mais pour l'instant, ça reste le cas, quoi. Hmm. Donc voilà, ouais, j'ai fait une très très longue réponse, mais pour moi, le truc à déjouer en priorité, c'est les rapports de domination-soumission. C'est Est-ce que du coup, ça vraiment... veut dire les changer pour changer aussi ta façon de désirer, ressentir du plaisir avec autre chose que cette soumission? Ou, enfin, Ouais. tu vois, c'est quoi le process? Bah, là, pour l'instant, on tâtonne, on n'a pas trouvé de solution, on est dedans, mais j'ai l'intuition que le chemin, ça serait d'essayer de temps en temps d'inverser. Parce que pour le coup, si, tu vois, si c'est même si c'est une fois, deux fois, enfin, si c'est une fois l'un, deux fois l'autre, enfin, peu importe, mais si ça peut s'inverser, alors ça change la donne. Euh, Ça, ou alors, effectivement, essayer, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie le plus souvent de faire l'amour debout ou assis, enfin, tu vois, dans des positions où, justement, où il n'y a pas où on est tous les deux aussi libres de nos mouvements, où il n'y en a pas un ou une qui est au-dessus, où il n'y a pas de, tu vois, mais ça change rien. Notre érotisme, il est que moi, je suis là, je fais la petite chatte et que lui, il fait le grand fauve. C'est ça notre liturgie, quoi. Et une partie de nous, enfin, je ne veux pas parler pour lui, mais une partie de moi se dit, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà, essayons plutôt de travailler sur l'endroit où ça s'arrête pour que, pour que ça ne glisse pas dans la vie. Et une partie de moi se dit, quand même, ça serait, je pense, très bien d'explorer d'autres kinks, pas des kinks qui ne se basent pas sur la domination d'un homme et la soumission d'une femme. Hmm. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il y a toute cette ambivalence de d'acceptation de ah ouais, c'est ok, ça fait partie de mes fantasmes, de mes désirs, etc. Et en même temps, j'ai pas envie de nourrir cette idée que c'est la seule et unique chose qui fonctionne entre un homme et une femme. Donc comment je m'ouvre à d'autres pratiques? C'est là C'est tout ça. tout ce qu'il y a de créatif, j'imagine, dans votre couple aussi, Oui, de se dire ah oui, bon on ok. s'éclate, hein, on essaie plein de trucs. Et justement, on parlait au début, et on aurait pu en faire un épisode spécial là-dessus, qu'il y avait un enjeu sociétal, politique derrière ça. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots sur c'est quoi l'impact d'une sexualité consciente, libérée, socialement parlant? Enfin, Raphaël, sa théorie, c'est que le sexe est partout, que tout est sexuel, tout, tout, tout. Et en fait, je crois que je suis assez d'accord avec ça. Et ça rejoint un truc que je pensais par ailleurs, qui est, enfin, quand je vois Poutine et Trump, enfin, en fait, je vois des gamins avec leurs zizi, quoi. Enfin, vraiment, pour moi, c'est des histoires de zizi. C'est des mecs qui ont peur des femmes ou qui veulent enfin, de la liberté, enfin, et qui entre eux, enfin, c'est une histoire de zizi. Euh, et que la plupart des relations entre hommes moi, me semble quand même être de l'ordre d'une homosexualité qui s'ignore, enfin, qui se refuse, Hmm. mais, enfin, je veux dire, la plupart du temps, j'ai l'impression que les femmes sont juste un instrument entre deux hommes pour se prouver leur valeur. Enfin, euh, vraiment, j'ai l'impression qu'elles sont spectatrices d'un combat de mecs qui veulent, si ce n'est se battre, hein, s'enfiler, quoi, Hmm. euh, au fond. Euh, donc j'ai vraiment l'impression enfin, que la plupart des conflits politiques
je parle plus que des conflits sociaux, parce que les conflits sociaux, c'est des masses, c'est encore autre chose. Les conflits politiques, qui sont généralement, en fait, au final, des individus, c'est Bien un sûr. connard contre un connard, quand même, souvent, hein. C'est ça, la politique, malheureusement. Euh, je pense que c'est, la plupart du temps, l'expression d'une frustration sexuelle, et que si ces gens allaient voir 2 secondes, enfin, faisaient 2 secondes de psychothérapie et réglaient leurs problèmes de cucu et de pampan, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de conflits politiques. Vraiment, ça peut paraître très simpliste de dire ça, mais je pense pas. Je pense pas que ce soit simpliste. Je pense que c'est simple. C'est pas pareil. Mm. Et je pense que c'est aussi simple que c'est vrai. Et après, sur la société, bah, c'est ce que je disais en début c'est la ressource gratuite, inépuisable de plaisir et de joie, et d'harmonie et de connexion entre les individus. Évidemment que ça changerait le monde. Évidemment qu'on passerait beaucoup moins de temps devant nos écrans, on passerait beaucoup moins de temps à se faire la guerre, on passerait beaucoup moins de temps à bouffer du sucre, à fumer des clopes et à boire de l'alcool si on baisait, quoi. C'est sûr, c'est tellement sûr que c'est presque une lapalissade, enfin, Mm. c'est évident, en fait. Euh, et c'est vraiment intéressant, hein, de se demander pourquoi est-ce qu'on a fait de cette ressource de joie inépuisable le plus grand tabou. Euh, Universel et historique. Pourquoi est-ce qu'on a interdit la seule chose à laquelle on pourrait tout avoir accès librement pour notre bonheur? C'est Mm. pas rien, C'est pas rien. hein. Et justement, Ouais. pour conclure, toi, qu'est-ce qui t'a amené à te saisir de cette ressource-là et en faire un sujet pour lequel tu as envie de porter ta voix? Bah, c'est de voir justement les liens entre mon expérience personnelle et les rapports de genre dans la société, enfin, de voir à quel point c'est la même chose, de voir le bien que ça m'a fait, de voir l'expansion, l'épanouissement que m'a permis ce shift, et d'imaginer la même chose à grande échelle. Euh, et en fait, depuis, tu sais, je crois que c'est François Héritier qui dit une fois que tu as chaussé les lunettes du genre, tu peux plus les enlever, tu vas tout. Donc ça j'ai vécu ça il y a 15 ans maintenant. Mais je crois que ça m'a fait pareil avec le sexe. Depuis que je regarde les relations interpersonnelles, quel que soit le genre, l'âge, le milieu social, etc., par le prisme de la sexualité, je m'aperçois que ça colle tout le temps, quoi. Enfin, ça colle tout le temps. Mm. Je pense que Raphaël a raison, tout est sexuel, tout est sexuel. Et oui, je crois beaucoup enfin, en tout cas, c'est l'utopie qu'on défend dans notre série, à une révolution politique par le sexe. Mm. Passionnant. Ouais. Comme on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets, malheureusement, sinon effectivement on en a pour toute la journée, j'ai envie de te proposer des mots, un peu un pop-up, et puis tu me dis ce que ça t'évoque, sans pour autant dire bien ou mal, mais juste, voilà, moi ça me fait penser à ça, et voilà ce que j'en pense. Le Ça premier, marche. c'est les applications de rencontres. T'en as déjà parlé, mais si tu veux bien nous en retoucher 2 mots. Bah, en fait, j'ai découvert ça extrêmement tard. J'étais jamais allée. Euh, et je me suis mise d'un coup en me disant, allez, vas-y. Et j'ai trouvé ça très, très euh, délétère. Enfin, je pense que c'est vraiment pas bien. Je pense que c'est vraiment le capitalisme appliqué à l'amour et au sexe. Et c'est vraiment pas. Enfin, à part certaines applications justement qui se posent délibérément en dehors de ça, mais toutes les applications qui remettent pas du tout en question le système, je pense elles sont dangereuses, elles sont néfastes, je pense qu'elles font pas du bien à l'amour. Ça ne veut pas dire que, enfin, encore une fois, j'y étais, je diabolise pas du tout, et il y a plein de gens qui ont rencontré l'amour et des super histoires, mais je veux dire, euh, collectivement, je pense que c'est pas bien. Je vois ce que tu veux dire. Les red flags. Bah c'est utile, hein, quand même. C'est utile, les red flags. Enfin, en plus, c'est devenu une terminologie assez utile entre potes, où tu es là, tu racontes ton histoire et tu as des potes qui font un red flag. Tu fais quoi? Ah ouais, oh putain. Et d'un coup, enfin, bah, tout le monde sait ce que ça veut dire, et ça permet des prises de conscience un peu accélérées. C'est pas mal, Hmm. je trouve. Le polyamour.
bien sûr. Donc, je ne sais pas ce que je vis. Je suis tout à fait passionnée par un seul homme, mais pour moi, ça devrait être. Enfin, l'amour devrait être l'amour, point. Qu'il soit poly, multi, bi, only. Ça devrait même pas être à préciser, quoi. Hmm. Le body positivisme. Jusqu'à ce que ça soit récupéré par des femmes grosses qui font du 38 et qui sont super body positifs pour te vendre des t-shirts ou des crèmes amincissantes parce que même si tu es positif, c'est quand même mieux si tu es ferme. Jusque-là, oui, bien sûr, c'est vachement bien. C'est vachement bien, mais c'est ce qu'on disait. Je pense que une sexualité épanouie, c'est le meilleur body positivisme qui soit. Hmm. Carrément. Être bien dans son corps et savoir l'utiliser pour prendre du Ouais. plaisir. La sexualité sacrée. Euh, donc ça serait genre le tantra, toutes les pratiques méditatives, le féminin sacré, tout ça, ce serait ces Ouais. choses-là. Hmm. Euh, je vois trop de dérives possibles, de gouroutisme, d'essentialisation du féminin sacré des femmes qui sont ceci, qui sont cela. Et je vois aussi quelque chose qui va vers le silence, tu vois, vers l'inverse de la communication. Parce que si c'est sacré, c'est que ça doit être immanent et tout. Ouais, je me méfie. Même si ça sonne bien, je me méfie. La santé sexuelle. Ah, ça voilà, ça c'est concret. Ça oui, ça c'est bien la santé sexuelle. Ça c'est très Et, bien. et la spiritualité. J'ai découvert la spiritualité en même temps que la sexualité. Enfin, en même temps, c'était à mes 40 ans. J'ai vécu 40 ans sans conscience spirituelle, sans spiritualité, sans méditer, sans conception d'un tout. Euh, et euh, et c'est quand même mieux avec. Hmm. En tout cas, tu te sens un peu plus appartenir à cet amour Ouais, inconditionnel que tu évoquais c'est tout à ça, l'heure. exactement. Et je trouve ça beau, vraiment, cette idée ouais, d'humanité, d'appartenance à l'humanité, à l'univers. C'est se sentir inclus, c'est plutôt joli, je trouve. Hmm. Et comme ce podcast s'appelle Décide, j'aime bien terminer sur la même question pour tout le monde. Qu'est-ce que toi tu décides pour toi, pour ton couple, pour justement continuer à avoir une sexualité épanouie et entreprendre avec audace? Je décide de jamais euh, l'idée est très claire dans ma tête, mais j'essaie de trouver un mot euh, je décide de jamais cesser de poursuivre le bon ou le bien ou le bonheur. Je sais pas quel mot. Euh, je décide de ne jamais abdiquer. Hmm. Merci beaucoup Noémie pour ce moment. Je vais te laisser le Merci. mot de la fin en nous partageant tes actualités. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je crois que tu redémarres sur les planches en janvier, si je dis pas de bêtises. En Mais septembre même. en septembre, eh ben, super. Voilà. Donc je te laisse nous partager voilà, tes petites actus. Où est-ce qu'on peut rentrer dans ton univers? La meilleure porte pour entrer dans mon univers, c'est les réseaux sociaux ou mon site Noémie Delattre où il y a toutes les infos, puis surtout mes pensées, mes vidéos, etc. Celles que je fais seule, celles que je fais avec Raphaël. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment mon boudoir, quoi, mon cocon. Et sinon, IRL, je suis sur scène dès la rentrée de septembre avec mon spectacle Harmonie des genres, qui parle donc de couple, d'amour, de sexe, de fidélité, de comment on fait pour s'aimer après MeToo. Et j'ai des livres aussi. J'ai 2 livres qui sont encore en vente, 3 même, je crois. Ils sont tous, enfin, 2 d'entre eux sont en vente en librairie et les 3 sont en vente sur mon site. Génial. Et c'est Noémie à Delattre. Paris qu'on peut te retrouver sur les planches ou tu vas bouger Oui, ailleurs? alors, je vais être régulièrement à la Gaîté Montparnasse et j'ai quelques dates de tournée, mais je les ai pas en tête. Et je crois qu'il n'y en a pas énormément pour l'instant. De toute façon, je mettrai toutes les infos dans la description de cet Voilà. épisode.
Et puis merci à toi pour ce moment, pour tout ce Merci que à tu as toi. distillé. Voilà, je pense que ça a ouvert plein de réflexions. Et c'est le but du podcast, qu'on puisse se dire, ah ouais, Oui. tiens, j'avais jamais vu les choses comme ça, j'ai envie d'explorer. Donc bah, n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez envie de pratiquer, d'échanger, quel échange vous allez ouvrir dès ce soir avec votre partenaire, vos amis, qui vous voulez. En tout cas, le but c'est d'ouvrir la parole et qu'après on puisse prendre notre pied aussi bien dans notre lit que dans notre vie. Donc il n'y a plus qu'à. Parfait. Merci.